Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose, vous le savez, chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois le directeur général du groupe Maped. Bonjour. Bonjour. Lacroix, bienvenue. Maped, entreprise familiale, fondée en 47, c'est ça, 1947, absolument. Basée à Annecy, aujourd'hui présente dans 120 pays. Est-ce que vous pouvez déjà, avec vos mots à vous, nous rappeler l'histoire de Maped ? Volontiers. Elle a été créée par mon grand-père. C'est une entreprise qui est encore familiale, majorité familiale. On est basé à Annecy, dans les Alpes. Elle a été créée au cœur d'un bassin industriel qui s'appelle le Décolletage, qui borde la rivière Arve, celle qui a sculpté la vallée de Chamonix, qui se déverse dans le Rhône. Et mon grand-père a été prisonnier de guerre en Pologne, et quand il revient en 44, il loge sa famille sur les bords du lac d'Annecy, et il s'associe à l'époque avec son beau-frère, qui a une très belle entreprise de précision, qui fait donc de décolletage, c'est de l'usinage par enlèvement de matière. Ouais. Et c'est probablement ça qui le pousse à faire, dans un premier temps, du compas, des produits de géométrie en laiton à l'époque. Il a accès à ces technologies. Et donc pendant 40 ans, Maped, c'est des coffrets de géométrie à destination des étudiants, ingénieurs, c'est le cas d'autres communions à l'époque, c'est des jolis coffrets assez coûteux. Et quand mon père reprend la direction à la fin des années 80, il va commencer à trader des produits d'Asie à l'époque. C'est les premières ouvertures vers la Chine notamment. Il commence à importer des ciseaux de Taïwan, et il découvre là quand même un gap concurrentiel important, et donc ça va lui donner le goût de la diversification. Les ciseaux seront la première diversification. Il crée une première usine en 91 en Chine. C'est extrêmement précoce à l'époque pour une PME de la taille de Maped. Et donc c'est la fabrication de ciseaux, la découpe emboutissage des lames, le traitement chimique, la co-injection, etc. Et puis petit à petit, dans les années 90-2000, c'est une diversification tous azimuts pour devenir un acteur généraliste de la trousse scolaire. Aujourd'hui, Maped, c'est en France pratiquement 2 accessoires scolaires sur 3. Donc accessoires scolaires, c'est le traçage, les compas, les tailles-crayons, les gommes. Et on est effectivement très présent à l'international. Alors on a 3 sites industriels aujourd'hui, dont un site en France qui est lié à une acquisition à l'époque. On avait racheté les gommes Mala au début des années 90. C'est un peu une marque patrimoniale de gommes. Donc on fabrique toujours une 40aine de millions de gommes à Annecy, mais le gros de la production aujourd'hui est entre la Chine et le Mexique, qui est lui aussi issu d'une acquisition à l'époque, qui fournit lui l'Amérique latine, le marché domestique mexicain qui est notre deuxième marché après la France, et puis un petit peu l'Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a des produits papier aussi proposés par Maped ? Alors, on dépend du support papier énormément, mais on fabrique pas de papier à proprement parler. C'est vraiment une industrie assez spécifique. On a des champions français. Vous avez Hamelin, Clairefontaine, vous connaissez ces marques. Bien sûr. Donc, on travaille beaucoup avec ces gens-là. Ils font partie de l'interprofession. C'est pas pour autant, c'est loin de nos savoir-faire. Ouais. Vous continuez d'innover, de chercher de nouveaux produits. Je voyais une nouvelle gamme qui est des gourdes, des boîtes à goûter, des sacs isothermes. C'est un peu dans l'ADN du groupe de continuer d'innover ? Alors c'est totalement dans l'ADN d'innover, y compris dans nos familles existantes. Ouais. On est, je pense, on crée de la valeur par la différenciation. Je dirais que le modèle de Maped a été de prendre des produits très commoditisés. Vous voyez, un taille-crayon, historiquement, c'est un petit bloc en acier usiné, une lame, et d'en faire des produits sexy, désirables. Avec des solutions ergonomiques, des solutions d'embellissement aussi. On travaille beaucoup la qualité des matériaux, de la durabilité, on en reparlera, mais c'est à la fois la durabilité et puis ça, tout un storytelling à l'attention des enfants, parce qu'on veut mettre la banane mettre des étoiles dans les yeux des enfants, c'est très important pour nous, et aussi à des publics enseignants, parce qu'on est dans un secteur qui est académique, et l'école c'est fait pour travailler, donc aussi des gages de réassurance aux enseignants et aux parents. Mais on a toujours eu à cœur d'amener tout un ensemble de petites fonctionnalités qui facilitent la vie des enfants. On a des tailles-crayons, système pour éjecter la mine, ou pour éviter taille-crayon propre pour éviter la répartition des poudres dans la trousse. Vous voyez, on a des règles incassables, on était précurseurs de la règle incassable. On a des compas avec un levier pour stopper l'écartement des branches, pour améliorer la précision, etc. C'est des produits qui sont prescrits par les enseignants aujourd'hui. Donc ça fait partie de l'ADN de la marque. Et donc je parlais des gourdes, boîtes à goûter, etc. On est dans un univers un
un peu différent, mais qui reste l'univers quoi des enfants, d'une clientèle qui est la clientèle habituelle de Maped. Ouais, c'est tout. On est autour de l'enfant à tous les moments de sa vie, sur tous ses terrains de jeu, sur tous ses moments d'apprentissage. D'accord. Et donc effectivement, quand on a commencé à avoir une décroissance volume à l'international liée à la digitalisation, liée aussi à l'effondrement démographique qu'on connaît. On pourra en reparler, mais c'est un aspect qui touche beaucoup notre industrie, celui du jeu jouet également, dans lequel on a mis un pied récemment. Mais on a commencé à diversifier nos activités pour trouver des relais de croissance en dehors du papier. Et donc ça a été les loisirs créatifs en 2016, coffret créatif d'apprentissage qui s'appelle Maped Créative, et puis pique-nique, les gourdes, les sacs isothermes, les lunchbox. À un moment aussi où le contenant nomade, le nomadisme pour les enfants était lié à des changements sociétaux, bien sûr le Covid à l'époque pour des raisons d'hygiène, mais aussi le périscolaire, les familles recomposées, etc. Donc il y a aussi une tendance sociétale qui a accompagné cette diversification et ça fait du bien, alors même que nos marchés historiques sont relativement stables, voire sous tension avec la baisse démographique. Oui, effectivement. Et vous êtes devenu Maped est devenue une société à mission en 2022. Oui. C'est quoi la raison d'être déjà de Maped et puis surtout pourquoi vous avez engagé ce choix? La raison d'être de Maped, c'est donner le pouvoir aux enfants de changer le monde avec leurs mains. Okay. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a des pouvoirs. Il y a l'enfant qui est le cœur de notre combat, y compris notre combat éthique, notre combat environnemental. On pourrait y revenir, je pense. Et puis changer le monde avec ses mains, parce que toutes nos activités ont un lien avec la main. Donc, et c'est le cerveau et la main qui est le prolongement du cerveau. La société à mission aujourd'hui, elle a donc c'est inscrit dans nos statuts. On est redevable, on est comptable de ces engagements et on est d'ailleurs bien audité sur ces sujets. Je suis assez ravi de voir que c'est pas juste des paroles en l'air. Il y a l'État a à cœur de demander aux entreprises de démontrer l'intérêt général. Et donc, nous, c'est l'accès à l'éducation. Dans tous les pays où on est présent, on est aux premières loges de la crise éducative dans de nombreux pays, notamment du Sud. Donc, on a notamment un fonds de dotation qui vise à financer des partenariats associatifs. Ça s'appelle 1% pour l'éducation, 1% for education. Absolument. Donc, c'est 1% de quoi? Des bénéfices? Alors non, du prix de vente. Prix de vente. Sur tout un ensemble de produits, vous avez aujourd'hui à peu près entre 20 et 25 millions de produits porteurs. Oui. Donc ça fait à peu près entre 200 et 250 000 euros de collecte. Et au total, on a un budget à ce titre qui est de l'ordre de 350 000 euros à peu près en 2024, qui sera d'un demi-million d'euros, j'espère, d'ici 2026-2027. Et donc c'est la collecte sur vente qui permet de financer des partenariats associatifs dans des domaines très divers. On construit des écoles, on approvisionne du mobilier. On est dans on travaille avec 17 pays aujourd'hui sur plus d'une vingtaine de projets. C'est du renforcement scolaire, c'est faciliter le ramassage scolaire dans certaines zones rurales. Enfin, c'est des projets très divers. Comment vous choisissez ces projets? Et puis peut-être aussi, c'est toujours une question importante quand on est dans une démarche qu'on peut dire humanitaire, comment vous les contrôlez? C'est une excellente question. Alors l'idée, ça a toujours été autour à la fois de la société à mission et du fonds, c'était toujours d'embarquer nos collaborateurs, ça d'en faire un élément d'émulation en interne, et sachant que ça crée des effets qui sont hyper intéressants. Ça fait boule de neige en fait. Quand vous consacrez un petit peu de temps là-dessus, vous en parlez, vous êtes convaincu, vous êtes picousé à la cause, et ça fait des émules en fait. Et on aime bien cet effet boule de neige. Donc on le stimule chez nous, une douzaine de collaborateurs au sein d'un comité de sélection qui fait des appels à projets ou répond à des demandes de projets. Et c'est vrai qu'on a maintenant des curseurs, des indicateurs pour typiquement favoriser des associations déjà qui soient à notre taille. On aime mieux les petites assos pour lesquelles on représente un budget significatif que des grosses machines. C'est un choix purement qui nous appartient. Et puis on aime bien les assos avec des budgets qui sont gérés au cordeau, c'est-à-dire qu'avec des budgets de frais généraux qui soient proportionnés. On revient à la question du contrôle, quoi. Ouais, c'est ça. Alors il existe, il y a des indicateurs qui permettent de s'assurer que vous avez des montants de coûts directs sur le total des dons qui soient pas excessifs. Et donc on aime bien également monitorer la bonne qualité de gestion et l'efficacité finalement de ces partenaires. Alors sur le statut d'entreprise à mission, justement, le DG, directeur général de Candia, Romain Deherberg, qui était à votre place la semaine dernière, a une question pour vous.
Bonjour Antoine, j'ai une question à vous poser. Chez Maped, vous venez de devenir entreprise à mission. Chez Candia, on a la mission qui est chevillée au corps du modèle coopératif. Est-ce que ça a changé concrètement quelque chose dans la vie de vos salariés de devenir entreprise à mission? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est le processus de définition de la raison d'être. Souvent, c'est un moment où tout le monde se pose un peu pour réfléchir à la raison pour laquelle simplement l'entreprise existe, pourquoi on bosse, quoi. Donc il y a eu déjà ce moment-là, puis donc ça rejoint la question de Romain Derberg sur ce que ça change dans l'état d'esprit de vos salariés d'être dans une entreprise à mission. Moi, j'ai souvent le souvenir à la fin des années 2010, c'est qu'on s'apprêtait à prendre la présidence du groupe avec mon frère. On reparlera de la gouvernance. On parlera de la gouvernance. Vous alternez. On alterne. Enfin, on alterne la présidence et on se partage la direction générale. Et j'ai souvenir d'une séance de consulting avec le CODIR où, en fait, quand le consultant nous a demandé, une fille absolument talentueuse d'ailleurs, qui me demandait en fait pourquoi on se levait le matin, tout le monde avait répondu avec un grand smile jusqu'aux oreilles en disant on va doubler le chiffre d'affaires, on va faire 300 millions, parce qu'on faisait 150 millions à l'époque, on va faire 300 millions en 2030. C'était un peu un mantra, on avait fait des plans à 10 ans, etc. À une époque où il était encore possible de se projeter un petit peu dans l'avenir. Par les temps qui courent, j'ai du mal à savoir comment on va atterrir sur octobre. Et à la fois, je m'étais dit, ils ont bien appris leur leçon, on a des bons soldats, et puis je me disais, est-ce que véritablement c'est ça qui me fait vibrer le matin? Et on a pas mal travaillé là-dessus. C'était un peu une introversion avec mon frère aussi, un moment clé de notre parcours. Et puis donc on a impliqué les salariés, effectivement, comme vous le dites, on s'est tous posé la question collectivement. Le mantra donner le pouvoir aux enfants, il a émergé à ce moment-là. On s'est donné une mission très large, un peu idéaliste peut-être, mais on a accepté cette espèce de prérequis. Et puis il y avait très clairement déjà une grosse sensibilité environnementale. On travaillait énormément sur ce sujet. C'est peut-être le minimum qu'on doit aux futures générations quand on est impliqué autour de l'enfant comme on l'est. Et puis il y a eu cette mission, je dirais un petit peu plus éthique, liée à notre industrie, et parce qu'on avait aussi une lecture des problématiques éducatives. Et en emmenant nos collaborateurs, en faisant un comité de sélection qui vraiment, c'est eux qui, c'est pas moi, mais j'ai un titre très honorifique dans ce fonds, c'est eux qui font vivre le fonds au quotidien. C'est extrêmement gratifiant, ils font partie du conseil, ils sont décisionnaires. Et je pense que pour eux, c'est très important. Enfin, je pense que, pour répondre à cette excellente question, en tout cas, ceux qui sont impliqués au premier plan dans le fond, très clairement, ils en font, je pense, véritablement une raison d'être. Et c'est une extension de conviction qu'ils ont déjà à titre privé. Et puis, je pense ce qu'on fait en termes environnementaux aujourd'hui, c'est assez unique. C'est pas assez, mais c'est quelque chose qui emmène très très fortement nos collaborateurs. Et je pense même que certains, si on devait virer notre cutie, changerait d'employeur du jour au lendemain. Justement, on va en parler de ces actions en matière environnementale. Je m'appuie sur une de vos citations où nous voulons mettre en œuvre notre modèle économique au service d'un modèle social et environnemental vertueux. Et donc, ça suppose un certain nombre d'actions, peut-être une stratégie générale pour limiter, réduire votre impact. On va rester là sur l'impact environnemental. Oui. Depuis quand et qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, on a toujours été assez moteur sur l'éco-conception. J'ai même le souvenir, je suis rentré dans l'entreprise en 2010. Et à l'époque, au début des années 2010, on avait une gamme qui s'appelait Green Logic et qui était déjà une espèce de labo de l'éco-conception. C'était des produits qui étaient faits en PET, donc en bouteille, RPET, plastique bouteille recyclée, avec des packs très minimalistes. Il n'y avait pas de plastique à usage unique. On allait même jusqu'aux encres, la qualité des encres sans solvant sur les marquages produits, sur les marquages paquets, etc. Donc c'était même made in France pour une partie, ce qui était vraiment une gageure en matière d'accessoires scolaires. C'est très concurrentiel et c'est une gamme qui a peu trouvé son marché à l'époque. Elle arrivait très tôt. Trop tôt. Donc ça a été vraiment, on a enchaîné pas mal de fours commerciaux. Depuis 2018, on a énormément affûté nos armes sur ce terrain-là et on s'est engagé à réduire d'un tiers notre empreinte carbone, notre bilan carbone entre 2018 et 2026 sans compensation. D'accord. C'est-à-dire que vous entendez beaucoup des promesses du genre zéro neutral, carbon neutral 2030, etc. En fait, on sait bien, toute activité humaine a un coût environnemental. On émet, nous, je pense qu'on commercialise entre 200 et 250 millions de produits unitaires par an et 250 millions d'unités de vente consommateurs.
Donc on peut pas mettre ça sous le tapis en disant on plante un arbre à chaque fois qu'on vend un taille crayon. Mais donc 30% de baisse entre 2018 et 2026, on y est. Donc vous l'avez atteint cet objectif? Alors on est sur le point de l'atteindre. On est à 24,5%. Cette année, on espère faire entre 3 et 4,5%. C'est pas une science exacte parce qu'en plus il faut retraiter. On fait ça à volume constant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a de la décroissance qu'on en profite pour. D'accord. Donc on compare des pommes avec des pommes et on devrait y être. On sera au-delà de 30% en 2026. Et c'est là encore, j'insiste, c'est purement par le re-engineering de nos produits. C'est-à-dire que dans chaque nouveau produit depuis 2018, il y a un volet environnemental dans le cahier des charges. On a des logiciels qui permettent de simuler des parties pris de conception. Qu'est-ce qui se passe si on... Oui, alors concrètement, je sais pas, par quoi vous... je vais imaginer que vous cherchez à remplacer par exemple du plastique dans un produit par un autre matériau, par exemple. Oui, ça peut être ça. C'est tout à fait ça. Ou par un plastique vierge par un plastique recyclé. Ouais. Et idéalement recyclable, parce que ça peut être recyclé, être un perturbateur de tri, vous voyez, donc on peut réduire des épaisseurs, etc., dès lors que ça ne nuit pas à la durabilité, parce que la durabilité est le meilleur gage qu'on puisse donner à l'environnement. C'est de se servir du produit le plus longtemps possible. On est bien d'accord. Donc c'est toujours ces arbitrages un peu fins. Sur les packs, on a fait des très gros travaux aussi, retirer les plastiques à usage unique sur nos packs. C'est assez divers, mais ça porte vraiment. On a des simulateurs aujourd'hui qui permettent de scénariser des parties pris de conception à usage de nos concepteurs produits, et donc on a beaucoup activé ces leviers de l'éco-conception. En parallèle, on a beaucoup réduit l'empreinte de nos sites industriels. On a solarisé l'ensemble des sites aujourd'hui. On va sur des presses électriques, par exemple, presses à injection électrique, par rapport à des presses pneumatiques. C'est de 1 à 3, de 1 à 4, c'est vraiment très important. Alors, je recevais le fondateur de la Fraise du Climat il y a pas longtemps dans cette émission qui disait en fait, on est vraiment à une croisée des chemins parce que les entreprises qui ont défini des feuilles de route, effectivement, de RSE, de baisse de bilan carbone, etc. Bon, les premières économies, elles sont faciles parce que on gagne de l'argent en même temps parce qu'on passe au LED, enfin bon, etc. Et puis là, il me disait, là maintenant, on arrive dans le dur. C'est-à-dire que c'est des investissements et c'est des investissements qui rapportent pas forcément. Est-ce que vous êtes confronté à cette difficulté-là? Totalement, c'est très vrai. Alors déjà, je pense que ça ne rapporte jamais rien. De faire ce qu'on a fait, ça rapporte pas. Faut pas le faire pour un éventuel ROI. J'aimerais bien raconter une belle histoire, comme quoi ça crée la préférence consommateur ou ça ouvre les portes de la distribution. En fait, il faut le faire avant tout parce qu'on y croit et parce que ça fédère en interne, je pense. Et peut-être qu'à terme, avec l'évolution de la régulation, etc., européenne notamment, ça peut potentiellement, on s'interdit rien. Ce qui est très vrai, c'est exactement ce que vous dites, c'est qu'on a activé les quick wins. Et que s'il fallait se réengager sur un plan à 30% à 6-7 ans, je sais pertinemment qu'on ne le pourrait pas. C'est absolument. Vous ne le ferez pas parce qu'il n'est pas réaliste. En l'état, ce serait pas réaliste. Oui. La seule manière aujourd'hui de creuser au-delà de la réduction des matières, des switch matières, des packs, des modes de conception, etc., c'est la circularité. Seule façon de. On a décidé de s'aligner avec les accords de Paris. Vous voyez, vous avez un scénario à 1,5 degré, vous avez un scénario à 2 degrés. Et donc on veut être sur la médiane de cette courbe, et on y est tout juste jusqu'à maintenant, et on sait que pour ne pas décrocher, il faut qu'on puisse mettre en place soit des modèles de collecte, et c'est pas que nous, c'est à l'échelle d'une profession que ça se fait, à l'échelle nationale, à l'échelle d'une interprofession, donc on y travaille, ou des systèmes, on appelle ça la fonctionnalité, l'économie de la fonctionnalité, mais c'est dans notre cas des systèmes de location aux écoles. Il faut pouvoir s'adresser aux écoles et proposer des systèmes de circuits courts, de réparabilité, d'échanges gratuits, etc., et le massifier à l'échelle d'une école. C'est-à-dire que ça peut pas être de l'épicerie, on n'en a pas les moyens, mais c'est possible à l'échelle d'une école ou d'un groupement d'achat ou d'une administration. Donc, mais on est dans ce terrain de la circularité et de la fonctionnalité. On a pas mal de tests à petite échelle aujourd'hui qu'on essaie de faire remonter au niveau de l'interprofession. Il y a un chemin à faire, mais ça demande beaucoup de volonté, et avant de transformer, ça va prendre quelques années. Ouais. Alors vous nous l'avez dit, vous avez des usines hors de France, en Chine, Mexique aussi, oui. C'est ça? Oui. Alors c'est impossible de faire autrement.
Parce qu'évidemment, on va vous dire pourquoi vous allez construire en Chine. Ensuite, les produits, il faut leur faire traverser la planète pour revenir en Europe, etc. C'est vrai. Alors déjà, on a toujours été en Chine. Il n'y a pas eu de délocalisation vers la Chine. La réalité, c'est que cette usine chinoise, elle existe depuis 91 et elle a servi le développement du groupe. D'accord. Et d'ailleurs, notre activité industrielle gomme, elle est encore à Annecy, même si c'est extrêmement compliqué. Enfin, je veux pas. Non, mais c'est pour ça que je pose la question. C'est à maintenir, parce qu'on est en plein débat sur l'industrialisation ou la réindustrialisation. Enfin, maintenir ou faire revenir de l'activité industrielle en France, c'est pas voilà. C'est même tout l'inverse. Enfin, je crois on en parle. C'est devenu un mantra politique. Oui. Mais en fait, on fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire pour industrialiser. Donc, à titre, nous, on n'a pas de projet d'industrialisation ou de réindustrialisation en France. C'est absolument clair. Le contexte ne le permet pas. Le contexte réglementaire, le contexte fiscal. Les entreprises se font matraquer véritablement et on a des partis pris assez forts là-dessus. Et il n'y a pas de problème de patriotisme. On paye 80%. On fait un quart de notre chiffre en France. On paye 80% de nos impôts en France. Vous voyez, parce que le siège social, les équipes de développement, on emploie 250 personnes sur Annecy, mais c'est essentiellement des équipes de développement, des équipes support à nos filiales, des équipes qui conçoivent les produits, qui les prototypent, qui les commercialisent. Vous voyez, c'est de la matière grise aujourd'hui on aime bien voir des mains dans le cambouis qui fabriquent ou qui assemblent des produits, mais en réalité, aujourd'hui, notre valeur ajoutée en tant que groupe français, c'est véritablement de faire des produits que nos concurrents ne savent pas faire, ou qui soient plus désirables, plus compétitifs que ceux de nos concurrents. Et avec cette usine, parlons de la Chine, par exemple, vous appliquez dans cette usine les mêmes principes. On parlait de consommation, d'éco-conception, je sais pas, d'énergie solaire, etc., etc. Vous avez tout ça dans cette usine et même plus. C'est une usine déjà qui est dédiée à Maped, qui nous appartient en propre. Elle est un modèle, je pense, en matière de social, on prend soin de nos salariés. On a une équipe sino-chinoise, mais également francophone et qui est avec nous depuis. C'est un tandem de dirigeants, deux femmes chinoises qui sont avec nous depuis 25 ans. Et c'est effectivement solarisé, c'est effectivement complètement monitoré en termes de consommation énergétique. On a des systèmes assez performants de monitoring en temps réel de la consommation. Que vous avez pu développer peut-être plus facilement là-bas. Bien sûr. Mais oui. Non, mais la Chine va extrêmement vite en matière de réinvention environnementale. Là encore, c'est un débat en soi. Il faudrait qu'on en reparle, mais la Chine tient ses engagements, est un des rares pays à tenir ses engagements de réduction. N'oublions pas que les émissions de la Chine, c'est nos émissions qui sont aujourd'hui qui pèsent sur le pays producteur. Ensuite, le transport amont, vous avez tout à fait raison. On s'épargnerait le transport amont si on fabriquait en France, mais en réalité, il est très optimisé. Et le transport aval, c'est-à-dire le dernier kilomètre vers le client aujourd'hui, c'est 4-5 fois l'impact du transport amont, vous voyez, parce que c'est des produits unitaires dans des inner cartons. Et là, vous réussissez à agir sur ce dernier kilomètre, justement. C'est plus, je pense, le combat de nos partenaires, effectivement, nos clients, de la distribution. Mais on a nous aussi un monitoring de nos transporteurs. On impose un label BSCI à l'ensemble de nos partenaires externes, y compris de second rang, y compris des sous-traitants de nos fournisseurs. Donc BSCI, ça garantit également ce type de démarche vis-à-vis de nos partenaires ou sous-traitants. Allez, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle de gouvernance quand même, parce qu'elle est originale, la gouvernance de Maped. Avec votre frère Romain, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Avec Romain, on se partage déjà une présidence depuis 2019. C'est une présidence tournante, donc c'est un mandat de 3 ans, parce qu'il faut un patron. Donc ça permet d'avoir un décisionnaire ultime à tout moment et puis quelqu'un qui s'occupe du conseil, qui s'occupe de l'AG, qui s'occupe des tiers parties. Mais la réalité, en fait, c'est surtout une co-direction générale, c'est-à-dire que on se partage un périmètre géographique. Romain est sur les Amériques et l'Asie, moi je suis en charge de la France et de IMIA. Donc on y a des filiales, on y a des partenaires commerciaux, 130 pays, donc c'est déjà une grosse partie de notre travail. Et puis sur le plan fonctionnel, je suis plutôt sur le cycle de vie produit, marketing R&D, Romain plus sur les opérations, la partie indus, la supply chain, transport, achat, etc. Donc on s'est réparti, voilà, les grands postes et c'est très très bien d'être à deux. C'est pas si original que ça. En fait, ça consiste à se partager le travail avec quelqu'un en qui on a une confiance absolue. Et est-ce que vous poussez la logique, parce que j'ai lu en préparant l'émission qu'il y a une logique de management participatif. Alors les mots sont jolis, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça? Avec le reste des salariés, vous voulez dire?
C'est vraiment un débat. Si on a 2 minutes, je vais avoir du mal à beaucoup échafauder là-dessus. Mais on a 40 secondes. Ouais, on s'efforce d'être aussi. Je pense qu'on est réellement. Enfin, vous avez raison, ça reste des mots. Je pense qu'on met beaucoup à profit nos équipes et que chez Maped, si vous avez un projet, si vous avez des convictions, on vous donne assez facilement un budget, un petit peu de disponibilité pour l'accomplir. Je pense que déjà, on promeut beaucoup cette espèce d'entrepreneuriat interne et donc je m'efforce à ce que ce ne soit pas que des mots, mais que les gens puissent s'exprimer, soit dans leur domaine de compétences, soit, vous l'avez compris, dans des domaines éthiques ou des domaines environnementaux qui demandent également à ce que des experts chez nous, s'emparent des grands sujets sociétaux, sociaux, environnementaux. Donc, mais là encore, j'espère que c'est pas qu'une incantation et qu'on le fait vivre au quotidien avec nos managers et nos équipes. Merci beaucoup, Antoine Lacroix. Merci infiniment. Et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique consacrée aux startups.